Au sommaire de ce journal, le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, a animé un petit déjeuner de presse sur le Mpox, la maladie virale encore connue sous l'appellation variole du singe. Dans le milieu de la technologie en Côte d'Ivoire, une machine hybride révolutionnaire au cœur du projet Energy in Ebox. Enseignement professionnel, la Commission nationale d'agrément des manuels scolaires ouvre les travaux techniques. Nous parlerons de religion. L'église Wiener Chapelle internationale célèbre les 70 ans de l'évêque David Oyedepo. Madame, Monsieur, bienvenue au journal de Business 24 Africa. Démarrons cette édition avec une page santé. Le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, a récemment animé un petit déjeuner de presse sur le Mpox, la maladie virale encore connue sous l'appellation variole du singe. L'institution dédiée à l'innovation a invité les chercheurs à se pencher sur les défis importants liés à la détection, au contrôle et à la prévention de la propagation de cette maladie. Mon désir Nascimento pour le commentaire. Connaissez-vous le Mpox, encore appelé variole du singe? C'est une zoonose, une maladie transmise de l'animal, notamment un rongeur, à l'être humain. Le virus à la base de cette maladie se propage à grande vitesse et n'épargne plus personne. Déclaré alors en 2022 par l'OMS comme urgence de santé publique de portée mondiale, le FONSTI, Fonds national pour la science, la technologie et l'innovation, s'est autosaisi ce cri d'alerte. Et récemment à Abidjan, cette institution a animé une conférence. L'objectif pour Dr Sangaré Yaya, secrétaire général du FONSTI, est d'inviter les chercheurs à se pencher sur les défis importants liés à la détection, au contrôle et à la prévention de la propagation de cette maladie. Ce petit déjeuner a été organisé par le FONSTI en réponse à la nécessité urgente d'aborder la gestion de la variole du singe sous un angle local et surtout pour stimuler et encourager les chercheurs ivoiriens à entamer des recherches afin de développer des actions préventives sur la base des savoirs endogènes. Je souhaiterais, au cours de nos échanges, que nous puissions aborder les enjeux de santé publique, les défis sociétaux et la coopération internationale. Deux thèmes notamment, l'épidémiologie et la prévention du Mpox et les manifestations dermatologiques du Mpox, ont permis aux spécialistes des questions de santé publique de présenter cette maladie aux hommes de médias. Eh bien, nous avons essayé de représenter ici les signes clés qui doivent faire évoquer une infection à Mpox. Donc, devant la présence d'une éruption cutanée, précédée d'une forte fièvre, avec des gros ganglions et des boutons avec du liquide, eh bien, dans ce contexte d'épidémie, il faut penser vraiment à une maladie à Mpox. Et donc, quand on a un malade qui présente ces gros boutons avec du liquide et précédé d'une fièvre, il faut absolument conseiller à ce malade de se rendre dans le centre de santé le plus proche. Lorsque on détecte les cas, la première des choses à faire, c'est de faire en sorte que, à partir de ce cas, la maladie ne se propage pas. Donc, il faut isoler la personne et faire en sorte qu'elle ne puisse pas contaminer les autres. Donc, c'est ça l'intérêt de l'isolement dans la prise en charge des cas. Le FONSTI, Fonds national pour la science, la technologie et l'innovation, en tant que fournisseur de solutions par la recherche et l'innovation, veut aider à la promotion des actions concrètes basées sur des données probantes et adaptées aux réalités locales pour endiguer la propagation du Mpox. La question de la variole du singe était également au centre d'une conférence organisée par la Société ivoirienne des chercheurs le 25 septembre 2024 à l'université Félix Houphouët-Boigny. Cette maladie virale en expansion en Côte d'Ivoire a déjà enregistré une trentaine de cas et un décès confirmé. La conférence visait à sensibiliser les chercheurs et le grand public sur la prévention, la gestion et l'élimination du Mpox à travers des panels présentés par des experts en virologie, microbiologie et épidémiologie. La réunion a rassemblé des participants issus du milieu scientifique et sanitaire. Amiko Robara et Valentin Kra.
Le mpox ou variole du singe a déjà fait un décès en Côte d'Ivoire et l'on enregistre à ce jour 62 cas depuis l'apparition de cette maladie. Un constat qui pousse les chercheurs ivoiriens à tenir cette conférence sur la variole du singe ici au campus universitaire de Cocody ce mercredi 25 septembre 2024. Objectif, sensibiliser les chercheurs sur l'évolution du mpox et encourager l'intérêt d'une lutte coordonnée pour freiner son expansion, mais également présenter le bureau de la SIDVC, Société ivoirienne des chercheurs. Et cette conférence a un double intérêt parce que, en plus d'informer les chercheurs sur ce qu'est le mpox, c'est aussi d'informer la population ivoirienne sur ce qu'est le mpox. Parce que quand on échange avec les uns et les autres, on se rend compte que, bon, c'est vrai, les informations passent parfois à la télé, mais on n'est pas tous informés. Bien, le premier défi, c'est le rassemblement des chercheurs autour de la question. Parce que chacun travaille à son niveau. Or, il me semble que si nous sommes unis, nous sommes plus forts. Et donc, c'est ce premier défi que nous avons réussi à relever. Plusieurs points clés dont les modes de transmission, de prévention et d'hygiène ont été abordés au cours de cette conférence afin de permettre aux chercheurs d'avoir le maximum d'informations et mieux sensibiliser les populations. Notre intervention a porté sur la gestion du mpox en Côte d'Ivoire ainsi que la détection au niveau du laboratoire. C'est très important parce qu'une épidémie, la maîtrise d'une épidémie passe forcément par une organisation. Donc il fallait une unité qui est en place, donc on appelle le COUF, le centre d'opération d'urgence qui gère cette épidémie-là, dont nous faisons partie, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, en tant que laboratoire national de référence pour la détection des micro-organismes. Donc à ce point, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire est chargé de faire la confirmation de tous les cas suspects et également des cas probables. D'abord, le b.a.-ba des gestes d'hygiène, c'est le lavage des mains. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba de l'hygiène. Donc, dans un contexte comme ceci de mpox, il faut régulièrement se laver les mains. Après cette conférence de la SIDVC, les acteurs présents s'engagent à conjuguer leurs efforts dans le but de réduire la propagation, voire éliminer la variole du singe en Côte d'Ivoire. Tout autre chose à présent. Ratio Group, premier opérateur de centre de données de niveau 3 en Afrique, a inauguré son premier data center en Côte d'Ivoire, situé à Vitib, dans la ville de Grand-Bassam. Ce premier centre de données du pays a obtenu la certification Tier 3, garantissant une neutralité en matière de connectivité et de services cloud, avec une capacité d'accueil de 800 racks et une puissance électrique de 3 mégawatts. Ce data center répond à la forte demande pour des infrastructures de stockage de données de haute qualité et sécurisées. Il apporte des solutions aux défis de disponibilité et d'accès à la connectivité en Afrique subsaharienne. Après 18 mois de travaux, le groupe Ratio est désormais prêt à accueillir ses nouveaux clients et partenaires dans son nouveau data center, baptisé Ratio Côte d'Ivoire 1. Situé au village des technologies de l'information et de la biotechnologie, Vitib à Grand-Bassam, ce centre de données construit par la société MLC s'étend sur une superficie de 12 000 m², dont 2 000 m² dédiés aux salles d'hébergement. Ce projet marque l'entrée du groupe Ratio en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest avec un accent particulier sur la connectivité. Ratio Côte d'Ivoire 1 se distingue comme le premier data center du pays à obtenir la certification Tier 3. Il est également neutre en termes de connectivité et de services cloud, tout en offrant un niveau optimal de sécurité et de protection des données. Certainement une autre présence durable sur le marché ivoirien et sous-régional. La mission première de Ratio est de participer à fonder les bases de l'économie numérique africaine à travers des infrastructures technologiques modernes. Et ceci afin d'offrir le niveau de performance, de sécurité élevé de services adéquats pour répondre ainsi aux besoins croissants de sécurisation des systèmes d'information et également de continuité des services. Nous avons l'avantage, et ça fait partie de notre stratégie, d'être complètement neutre à ce niveau-là. Donc nous accueillons tous les partenaires de connectivité ici et dans nos sites
pour que nos clients puissent avoir le choix de connectivité, pour qu'il peut y avoir des interconnexions au niveau du trafic de données local et international. Le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Khalid Konaté, a visité l'ensemble des installations. Il a exprimé sa fierté et celle de la Côte d'Ivoire d'accueillir l'un des plus grands centres de données en Afrique de l'Ouest. Il a également annoncé la mise à disposition de nouveaux sites pour la construction des data centers. Quant à Mebeti Dosso, directeur général de Vitib, il a souhaité la bienvenue à ce nouveau locataire et a encouragé les opérateurs à venir découvrir les services offerts par Ratio Côte d'Ivoire. Une nouvelle ère technologique s'ouvre en Côte d'Ivoire avec la présentation d'une machine hybride révolutionnaire au cœur du projet Energy Inebox, dévoilé le mercredi 25 septembre 2024 au laboratoire de technologie de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'objectif est de fournir une solution technologique polyvalente capable de stimuler la production dans divers secteurs tout en réduisant les coûts énergétiques et l'impact environnemental grâce à sa capacité à fonctionner avec plusieurs sources d'énergie. La machine hybride ambitionne de soutenir le développement durable, notamment dans les régions où l'accès à une énergie stable reste un défi. Nous disent Diane Cablancan et Setekissi. Le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'homme et de la femme, RIDEF, et ses partenaires, à travers son projet Energy Inbox, a organisé au laboratoire de technologie de l'ABDEC, à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, une journée porte ouverte qui a été marquée par la présentation officielle d'une machine hybride innovante qui, selon ses concepteurs, est appelée à transformer plusieurs secteurs industriels, agricoles et éducatifs. Cette machine, fruit d'une collaboration entre plusieurs experts nationaux et internationaux, représente une avancée technologique majeure pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique de l'Ouest. Cette journée a réuni de nombreux acteurs du monde académique et professionnel, notamment des enseignants-chercheurs, des étudiants en ingénierie, des représentants du gouvernement, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Cette machine est une machine hybride qui produit à la fois l'énergie éolienne et aussi l'énergie solaire. Et c'est pour nous, on va dire, c'est une innovation, puisque on l'a entendu tout à l'heure dans la salle, que c'est une première en Afrique. La Côte d'Ivoire est le premier pays à recevoir cette machine. Et donc pour nous, c'est une opportunité et c'est pour nous vraiment un honneur. La machine hybride présentée est conçue pour fonctionner à partir de diverses sources d'énergie, notamment de l'électricité, l'énergie solaire et dans certains cas, le biocarburant. Cette polyvalence des régions où l'accès à une source d'énergie constante reste un défi. Elle permettrait ainsi aux utilisateurs de maximiser leur productivité tout en réduisant les coûts énergétiques et les impacts environnementaux. Le panel d'intervenants, composé de professeurs et d'ingénieurs impliqués dans le projet, a expliqué en détail le processus de développement de la machine, ses fonctionnalités innovantes et ses nombreuses applications pratiques. Nous avons fait venir cette machine des Pays-Bas, d'une société qui s'appelle Amphibious, pour tester la capacité d'une machine hybride ici en Côte d'Ivoire. Les ingénieurs ont mis en avant les spécificités techniques de la machine en expliquant qu'elle a été pensée pour être utilisée dans des environnements variés, l'agriculture pour le traitement des sols, l'industrie pour des opérations de fabrication et dans les universités pour la formation des étudiants dans les domaines des sciences appliquées et de la mécanique. Cette approche multisectorielle démontre l'ambition du projet de répondre à un large éventail de besoins à travers le pays. Les Digital Energy Day, c'était le mercredi 25 septembre 2024 à Abidjan à l'initiative de l'Agence française de développement et l'Union européenne. L'événement a été consacré aux innovations dans le secteur des énergies renouvelables et de l'accès à l'énergie en Afrique. Cette édition a été marquée par la remise de prix aux meilleurs projets en matière d'accès à l'énergie. Walter Kofi et Tima Traoré. Elle obtient un chèque de 10 000 € pour son projet novateur dans les domaines de l'énergie. Une idée qu'elle a présentée lors des Digital Energy Day, une journée promue par l'Agence française de développement AFD. Grâce à ce fonds, Nora Monet verra son idée se réaliser. Grâce au prix Coup de cœur porté par une femme, nous avons reçu un appui financier de l'AFD de 10 000 € qui va nous permettre vraiment de booster le développement de l'application.
Un peu plus tôt, dans la matinée, cet événement consacré aux innovations dans le secteur des énergies renouvelables et de l'accès à l'énergie en Afrique a réuni plusieurs acteurs du secteur. Au cœur des échanges, la valorisation des données énergétiques, la digitalisation du parcours client, les innovations financières ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle. Marc Bushman, chef de coopération à la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, a salué l'équipe de l'Agence française de développement pour la mise en œuvre de ce programme Digital Energy. Avec ce projet DEF, Digital Energy Facility, et notre travail dans le cadre du Global Gateway au niveau mondial, continental et national, nous nous inscrivons parfaitement aux priorités de l'agenda 2063 de l'Union africaine et bien sûr aussi du plan national de développement de la Côte d'Ivoire. Plus de 600 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité et donc il devient urgent d'améliorer l'efficacité. Ce que l'on essaye de faire, c'est de créer justement et donner les moyens aux jeunes et aux petites sociétés, aux petites PME innovantes de travailler avec les sociétés publiques d'électricité qui ont besoin d'innovation. Depuis 2020, l'AFD met en œuvre Digital Energy avec le soutien de l'Union européenne et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'objectif de cette initiative est de proposer une gamme complète d'instruments pour soutenir les opérateurs énergétiques africains et les startups dans leur processus de digitalisation. Une note sur l'enseignement professionnel à présent. Il s'est ouvert à Abidjan-Cocody les sessions des travaux techniques de la Commission nationale d'agrément des manuels scolaires. L'objectif est de donner un avis pertinent sur les manuels en usage et les nouveaux manuels destinés aux apprenants et aux formateurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le compte rendu de Mondésir Nascimento. Définir la critériologie et les procédures du choix des manuels, évaluer les manuels conformément aux procédures et critères en vigueur, établir les listes à agréer par spécialité, délibérer sur les rapports d'évaluation ou de présentation des filières, agréer ou recommander les manuels pour l'année de formation 2024-2025. Tels sont les travaux de la Commission nationale d'agrément des manuels scolaires. À travers cette session, il s'agit de repenser et revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage pour soutenir le développement socio-économique et contribuer à l'émergence rapide de la Côte d'Ivoire. Une vision du ministre Dr Nguessan Kofi, représentée à l'ouverture des travaux par Sangaré Moustapha, directeur de cabinet du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Il s'agit effectivement d'agréer des ouvrages. Nous sommes dans un secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle où les ouvrages coûtent cher et ils évoluent très rapidement justement avec l'évolution de la technologie. Donc cette commission a pour objet justement d'encourager les Ivoiriens à produire des ouvrages qui reviendraient moins chers aux apprenants de notre dispositif. Et je dis apprenants, mais il y a aussi les formateurs qui sont concernés par ces ouvrages-là. Et d'arriver aussi à maîtriser le contenu des enseignements qui sont dispensés dans nos établissements. Selon l'inspecteur général, coordonnateur général, c'est une mission cruciale car le choix d'un manuel de formation est bien plus qu'une sélection de contenus théoriques. Faute de production locale, beaucoup de formateurs produisent des fascicules. Ces fascicules qui ne sont pas agréés et qu'ils imposent à nos apprenants. On ne maîtrise pas le contenu, ce n'est pas homologué. Donc il faut mettre de l'ordre. Pour nous, la meilleure façon de mettre de l'ordre, c'est d'encourager nos formateurs à proposer le contenu de leur fascicule à une instance qui va valider. Et vraiment, je salue donc vraiment cette initiative du ministère de tutelle qui permet qui organise et qui rend possible cette initiative. Pourquoi ? Parce que nous pouvons le faire. Nous avons donc les capacités de pouvoir éditer des ouvrages et à moindre coût. Et il faut que ces ouvrages aussi correspondent aussi à nos réalités, aux besoins. Notons que les travaux vont se dérouler en une seule journée en plénière
sur la base des listes produites par les responsables de filière. Toujours dans le même cadre, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a procédé à l'ouverture officielle de l'atelier de renforcement des capacités destiné aux formateurs au CIDFOR, initié par le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle. Cette activité se tient du 25 au 27 septembre. Le thème retenu de cette session est « Utilisation de l'intelligence artificielle pour la création de supports didactiques et pédagogiques ». Michel Brou et Ezekiel Siri. Ils seront une cinquantaine de formateurs de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage à faire un pas vers la digitalisation de l'éducation technique à travers l'intelligence artificielle. Cet événement marquant a réuni des formateurs, des responsables éducatifs et des acteurs clés du secteur, tous animés par un même objectif, intégrer l'intelligence artificielle dans le processus de l'enseignement pour moderniser et optimiser la formation professionnelle. Durant 3 jours, ces formateurs seront instruits à l'usage de cet outil digital pour un pôle d'enseignement à la pointe de l'innovation technologique. Nous sommes heureux aujourd'hui de venir ouvrir cet atelier sur le thème spécifique de l'intelligence artificielle. Parce que vous savez aussi qu'avec la révolution numérique, il y a beaucoup de bouleversements. Il est important que nos enseignants soient au fait de ces avancées et puissent intégrer, sinon puissent les utiliser pour faciliter leur travail et mieux communiquer, mieux transmettre les enseignements aux jeunes. Les attentes sont nombreuses parce qu'il faut que nous remplissions notre mission que notre ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage nous a donné. Aller dans le sens de l'Académie des talents, former le personnel, qu'il soit performant, qu'il soit opérationnel et en utilisant l'intelligence artificielle pour préparer leurs cours et les mettre sur une plateforme appelée CMOOC pour pouvoir communiquer avec les apprenants, communiquer avec leurs collègues. La formation à distance commence à s'imposer. Tout ça passe par le renforcement de capacités, tout ça passe par l'intelligence artificielle. Cette initiative témoigne aussi de l'engagement des experts et partenaires à améliorer les performances des apprenants dans ce domaine. Aujourd'hui, le monde entier est conscient de l'impact de cette technologie-là dans divers secteurs d'activité. Et nous allons aider ce petit groupe d'enseignants, qui est en fait le groupe pilote, à maîtriser l'utilisation de ces outils-là pour proposer des contenus qui permettent d'être efficaces en termes de performance vers les enseignements. Cet atelier représente une étape cruciale vers une éducation plus moderne et adaptée aux besoins de la société, tout en mettant l'accent sur l'importance de l'innovation et de la formation continue dans le domaine de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. La société CGF Gestion a officiellement annoncé l'ouverture de son nouveau bureau lors d'une cérémonie à Abidjan. Leader dans le domaine de la gestion de portefeuille et de la gestion d'actifs, CGF Gestion a présenté au cours de la cérémonie son ambition de renforcer sa présence en Afrique de l'Ouest et offrir son expertise et son expérience aux spécificités locales. Le point de Sandrine Kwame et Richard Akeke. CGF Gestion désormais aux côtés de ses clients en Côte d'Ivoire. Une nouvelle implantation perçue selon les initiateurs comme une étape clé dans le développement de CGF Gestion. Le lancement de ce bureau à Abidjan témoigne l'engagement de CGF Gestion à se rapprocher au mieux de sa clientèle ivoirienne en leur offrant des solutions personnalisées. La Côte d'Ivoire, c'est la locomotive économique de la zone UEMOA. Donc après avoir conquis notre marché de naissance, notre marché sénégalais, nous avons jugé opportun de venir nous installer en Côte d'Ivoire pour faire bénéficier de cette expérience et de cette expertise-là aux entreprises ivoiriennes, aux institutions ivoiriennes, au peuple ivoirien, des produits de CGF Gestion et par-delà les produits du groupe CGF. Donc du coup, pour nous, c'est une logique naturelle de passer du Sénégal à la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, c'est la place financière par excellence de la zone UEMOA. En matière de retraite complémentaire, l'entreprise prévoit des plans adaptés aux besoins spécifiques des entreprises ivoiriennes.
Alors, c'est une décision effectivement qui a mis du temps à mûrir, mais il faut savoir que nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes un des acteurs importants sur ce marché. L'objectif était de nous rapprocher de nos clients ivoiriens. La proximité est quand même très importante, mais nous voulions le faire de la meilleure manière. L'excellence est quand même une des valeurs qui nous porte. Pour rappel, la société gère 123 milliards de francs CFA repartis sur 23 fonds communs de placement et entend accroître ses actifs dans les économies où elle se présente. Poursuivons ce journal avec une note de religion. À l'occasion des 70 ans de l'évêque David Oyedepo, une conférence de presse a réuni un panel d'hommes de Dieu pour célébrer son impact dans les domaines du ministère de l'Éducation et du leadership à travers le monde. Les intervenants ont souligné son rôle déterminant dans la fondation d'institutions influentes et son dévouement à l'éducation spirituelle de la jeunesse. Le point de Diane Cablancan et c'est ici. Le Winners Chapel International à Kouedo-Goshen a accueilli une conférence de presse en l'honneur des 70 ans de l'évêque David Oyedepo, un leader incontesté dans les domaines du ministère, de l'éducation et du leadership. Le panel, composé d'éminents hommes de Dieu, a salué l'impact immense de son œuvre, tant spirituelle qu'académique. Ils ont rappelé son rôle central dans la fondation de plusieurs institutions, notamment la création d'une église influente à travers le monde et des universités de renommée internationale, contribuant à l'éducation de milliers de jeunes. Il est question d'honorer un homme. Today we are honoring a man. La Bible déclare donner l'honneur à ceux qui ont droit à cet honneur. The Bible says we should give honor to whom honor is due. L'évêque Oyedepo aura 70 ans le vendredi 27 septembre. This Friday 27th, Bishop Oyedepo will celebrate his 70th Et c'est en son honneur It is on his que honor nous avions organisé cette conférence that we have organized this public press afin d'informer toute la population ivoirienne, in order to tout inform le monde, the nation, everyone, pour l'impact for the impact que son ministère a eu sur les différentes sociétés. L'évêque Oyedepo, père fondateur de Winners Chapel International, a, grâce à sa vision inspirée par son engagement profond, a transformé des vies et laissé des traces indélébiles dans le ministère. J'ai entendu dans la conférence, you heard on the conference. Dieu l'utilise pour la révolution de l'éducation déjà au Nigeria, God uses him to revolutionize the education avec deux in universités de standing international, two high-class universities, l'université de l'Alliance et l'université de Landmark, the Covenant and Landmark universities. et puis avec des écoles primaires. L'événement a mis l'accent sur la grâce de Dieu à travers son parcours et les différents intervenants ont souligné son leadership exceptionnel et son dévouement au service de Dieu et de la société. La conférence est conclue par des prières et des moments de louange célébrant la fidélité de Dieu et l'héritage qu'il a bâti en tant que serviteur de Dieu. À présent, l'actualité régionale. Face aux difficultés dans l'exercice de leurs activités, les acteurs de la filière oignon décident de se mettre ensemble. Ils se sont retrouvés en assemblée générale constitutive pour porter sur les fonds baptismaux l'Union des opérateurs économiques d'oignons de Côte d'Ivoire, une nouvelle organisation dans le secteur du vivrier afin de mieux défendre leurs intérêts. La naissance de cette union s'est faite en présence de notre correspondant régional Emmanuel Bonzo. Tracasseries routières, taxes exorbitantes et tout azimut, menaces terroristes, méconnaissance de l'interprofession oignon sont autant de raisons qui ont poussé les acteurs de la filière oignon à se mettre en union. Venus de tout le pays, ils se sont retrouvés au marché de Gros de Boaké pour échanger sur la nécessité d'unir leurs forces. Ainsi, en assemblée générale constitutive, ils ont mis sur pied l'Union des opérateurs économiques d'oignons de Côte d'Ivoire, une organisation pour défendre de plus en plus leurs droits et intérêts dans l'exercice de leurs activités. Nous avons plusieurs difficultés sur notre filière. Il y a un circuit qui est venu interprofession oignon, nous a imposé de payer 30 000. Nous l'avons dit que ce n'est pas le moment. On doit faire effort pour que l'État n'ait qu'à nous aider pour ouvrir la frontière du Bénin-Niger, puisque nos marchandises viennent de ces frontières-là. Avant, on traversait
Niger, Burkina, on payait les frais de route 250 000. Maintenant, quand ils ont fermé la CEDEAO, ils ont fermé la frontière du Bénin aussi, on passe par Nigeria. Dans Nigeria, les frais de route sont partis jusqu'à 1 500 000. Et puis d'ici, on arrive ici, on paye nos marchandises se gâtent, on peut perdre moitié de nos chargements. Donc nous avons mis cette organisation pour que l'État n'ait qu'à nous aider, pour que la frontière du Bénin-Niger n'ait qu'à ouvrir. Donc ça va faciliter les prix. À leur côté, pour porter cette union, des organisations comme la FENACSI, Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, et aussi le ministère de tutelle, notamment celui du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME. C'est ce qu'on nous demande à chaque filière, de s'organiser afin que nous puissions les prendre en compte dans le cadre de leur encadrement et de leur protection. De telles initiatives de nature à se mettre ensemble, à fédérer les forces, sont toujours à saluer. L'État saura par qui et à qui s'adresser pour résoudre leurs problèmes. L'Union des opérateurs économiques d'oignons de Côte d'Ivoire regroupe les semenciers, les exportateurs, les importateurs et les détaillants. Avec cet instrument, les acteurs entendent être une force de proposition pour une meilleure organisation de ce secteur vital dans l'économie commerciale. Direction le stade El Ra de Divo Dougako pour parler du tournoi de Maracana doté du trophée Aimé Akpalé. Ce tournoi a récemment connu son épilogue. Salvador FC et Guéou FC se sont affrontés lors d'un match qui a permis aux populations de communier ensemble et de renforcer leur cohésion sociale. Commentaire Philippe Zabo. Un moment appelé, une touche, dégagement, attention. La troisième édition du tournoi de Maracana, doté du trophée Aimé Akpalé, a connu son apothéose le dimanche 22 septembre 2024 au stade LRA de Divo Dougako. Une délégation, conduite par Saturnien Godé, représentant du parrain Aimé Akpalé, a honoré le rendez-vous sportif. La finale tant attendue a opposé les équipes de Salvador FC et Guéou FC. Dans un match disputé sous les encouragements d'un public en liesse, les deux formations se sont livrées à un combat acharné. Après un score nul, à l'issue du temps réglementaire, la décision s'est jouée lors d'une séance de tir au but. Salvador FC s'est imposé, remportant le trophée Aimé Akpalé pour cette troisième édition. Profitant de l'occasion, Godé Saturnin a transmis un message fort à la jeunesse de Divo au nom du parrain Aimé Akpalé. Il a encouragé les jeunes à voir au-delà du sport et à s'investir dans les initiatives entrepreneuriales et des projets de développement personnel. Pour lui, au-delà du simple aspect compétitif, ce tournoi de Maracana s'inscrit comme un véritable moment de communion et de cohésion sociale pour les populations de Divo et de ses environs. Il faut dire que M. Akpalé, qui a été candidat au dernier municipal, se réjouit de cet événement qui est l'occasion pour les jeunes, en cette fête de vacances, de se retrouver autour d'un ballon, sport qui est facteur de cohésion, de rassemblement, mais surtout d'amitié, de jeu, de fair play. Et derrière les jeux, nous avons toute une population, nous avons toute une famille. Donc parrainer ce jeu, cette activité, ce jeu de Maracana, c'est aussi parrainer des jeunes qui ont envie de s'amuser, de se retrouver. C'est très important. Outre le trophée principal, plusieurs distinctions ont été décernées pour récompenser les performances individuelles et collectives. Le meilleur buteur, dont les prouesses ont marqué les esprits tout au long du tournoi, a été salué, ainsi que le meilleur arbitre pour son impartialité et son professionnalisme. Les deux équipes finalistes, Salvador FC et Guéou FC, ont également été honorées aux côtés de toutes les autres équipes ayant participé à cette compétition. Rendons-nous à San Pedro où la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a organisé sa réunion de rentrée pour l'année académique 2024-2025. Cette réunion avait pour thème leadership et savoir-vivre dans la gestion d'une structure scolaire et écrit administratif, élégance et contraintes. Réunion placée sous la présidence du préfet de région, préfet de département de San Pedro, Abel Kwao Djekou de Silva. Le lycée moderne Inagoyi a été choisi pour la réunion de la rentrée scolaire de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de San Pedro. À cette rencontre ont pris part les autorités administratives, les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire, les chefs de circonscription et les chefs d'établissement. À cette occasion, deux communications ont été abordées autour des thèmes leadership et savoir-vivre dans la gestion d'une structure scolaire et écrits administratives, élégance et contraintes.
puis le bilan de l'année 2023-2024 et les perspectives de l'année scolaire suivante. Il était de notre devoir d'organiser en région une réunion de rentrée pour non seulement faire le bilan de l'année écoulée, mais en termes de perspectives, proposer et partager avec nos collaborateurs les instructions officielles, ce que les textes de rentrée disent, afin qu'on puisse atteindre l'objectif qui est d'améliorer les performances de nos élèves. L'objectif de cette formation, c'est d'amener les différents responsables au changement de paradigme, de changer leur manière de faire. Parce que, comme je l'ai dit, le gestionnaire est différent du leader. Le gestionnaire, on lui donne une feuille de route, on continue avec les missions, et donc il est chargé d'exécuter. Alors que le leader, lui, suscite l'engagement. Aujourd'hui, les responsables qui sont là, nous les invitons en tout cas à pratiquer le leadership. La réunion de la rentrée scolaire à San Pedro a mobilisé le chef d'antenne de la pédagogie et de la formation continue, le directeur du centre d'animation et de la formation pédagogique et celui du centre d'information et d'orientation. Et terminons ce journal en images. Les exportations du Nigeria vers le Niger ont enregistré une hausse de 204% au deuxième trimestre 2024, soit 20,46 milliards de naira, environ 12,5 millions de dollars, alors que les frontières entre les deux pays ont été rouvertes en mars. Selon les données du Bureau national de statistique, ce volume représente 0,87% des exportations totales du Nigeria, contre 0,30% au premier trimestre. Ceci marque la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Business 24 Africa, la télé utile.